Bon, et vous, ça va bien? Bien dormi en ce dimanche après-midi? Parce que honnêtement, je pense que si j'avais pas regardé la course avec des potes, j'aurais sûrement piqué une petite sieste. Ouais, c'est clair, c'était pas le meilleur Grand Prix de l'année, mais bon, on a quand même appris des choses et on va quand même débriefer aujourd'hui dans un nouvel épisode de Stop and Go. On va parler du Grand Prix de Jeddah et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en effaçant directement les deux Red Bull. On va en parler très rapidement. Elles sont imbattables. Voilà. Clairement, il n'y a pas de surprise, je pense, pour tout le monde, mais effectivement, après des petits problèmes quand même, parce qu'on l'a vu, Red Bull n'est pas infaillible. Effectivement, un problème de transmission pour Verstappen en qualif, qui fait qu'il part 15e, si ma mémoire est bonne. Effectivement, son problème arrive avant même qu'il ait eu le temps de faire un seul run en Q2. Il part donc 15e, mais il est remonté de manière assez facile. Alors, Alonso a blagué, je crois, le samedi soir, juste après les qualifs, a dit ouais. Je crois qu'au tour 25, Verstappen sera deuxième. Et au tour 25, Verstappen était deuxième. Pile poil. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Red Bull a fait la meilleure voiture. De loin, en qualif, l'avantage est encore minime, je trouve, par rapport à la différence qu'ils peuvent infliger aux autres en course. Même si, attention quand même, sur le premier relais, Alonso avait quasiment le même rythme que Perez. Ça se jouait dans les mêmes dixièmes, donc à surveiller. Après, je pense que Perez est quand même loin des performances de Verstappen dans ce début de saison. Le problème de Verstappen en qualif a quand même bien aidé Perez, puisque Perez ne met qu'un dixième et demi à Leclerc, qui fait une très belle qualif, un très très beau tour qualif, certes, mais j'ai l'impression qu'en performance pure, il y en avait un peu plus à aller chercher. J'aurais bien aimé voir quand même ce que Verstappen allait offrir en Q3 face au Ferrari. Mais en tout cas, la Red Bull, que ce soit en rythme de course ou en qualif, elle est au-dessus des autres, c'est clair et net. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à Perez pour repasser Alonso après le départ. Donc clairement pour l'instant, Red Bull ils sont imbattables. Derrière, je pense que c'est très serré et suivant les circuits, ça devrait pas mal bouger parce que la hiérarchie derrière, elle est un petit peu spéciale, j'ai envie de dire. J'ai du mal à la comprendre, alors c'est normal, on est qu'à la deuxième course. Mais effectivement, derrière, on a Alonso, troisième, qui fait une bonne course, qui est quand même solide. C'est Fernando, quoi, je veux dire, pas de surprise. On va en reparler d'Alonso, parce qu'il y a eu plein de trucs autour d'Alonso, mais en termes de résultats purs, troisième, bonne course, bon rythme, juste devant les deux Mercedes et juste devant les deux Ferrari. Et c'est là que je comprends pas tout. Parce que je m'attendais à voir des Ferrari devant Mercedes, c'est quand même assez inquiétant de les voir derrière en termes de rythme de course. Parce qu'en qualif, c'était devant. Alors, Sainz, ça a été difficile. Je crois que c'est difficile depuis le début de saison pour Sainz, que ce soit en qualif ou en course. Il a l'air moins vite que Leclerc. Mais Leclerc fait un très bon premier relais en course. Leclerc part 12e, d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi. Leclerc part 12e, étant donné qu'il prend déjà une pénalité pour changement d'unité de contrôle, si je ne m'abuse. Il y en a deux par saison. Et ils s'en sont à la troisième. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai envie de dire bien joué Ferrari. En tout cas, il y en a pas mal qui ont profité pour changer pas mal de choses. Effectivement, il y a Red Bull qui a changé les boîtes de vitesse. On sait qu'ils ont été un peu tendus niveau tout ce qui est transmission, boîte, etc. C'est un petit peu compliqué depuis le début de saison. On l'a vu avec l'incident de Verstappen. Ferrari a changé pas mal d'éléments moteurs aussi, mais en restant dans les limites. Il y en a d'autres aussi qui ont changé en début de week-end. Mais en tout cas, le seul qui prenait une pénalité dès ce deuxième week-end de la saison, c'était Leclerc. Parti 12e après une deuxième place en qualif. Et il fait quand même un très bon premier relais. Et sur des pneus tendres. Et on l'a vu, en fait, c'est un truc que je voulais relever aussi sur ce Grand Prix. On n'a pas vraiment compris les pneus. Enfin, moi-même, j'étais un peu surpris dimanche de voir que tous les pneus avaient l'air de pas mal se valoir. Alors, il y avait peut-être pas la différence. Il y avait une différence, c'est clair, mais il y avait peut-être pas la différence à laquelle on pouvait s'attendre. On était plutôt sur la gamme tendre du côté de chez Pirelli. Mais c'est vrai que Jeddah, c'est un circuit qui est tout lisse, tout propre, tout neuf finalement, et qui est pas du tout abrasif. On a très peu de longs virages. Alors on a des virages assez longs en appui, mais moins qu'à Bahreïn. On a surtout moins de virages, on va dire moyenne vitesse, comme on peut avoir à Bahreïn, qui font très mal aux pneus. Et surtout,
On a aussi moins de très très gros freinages avec de très grosses phases d'accélération juste derrière, comme on peut avoir à Bahreïn, juste après l'épingle, par exemple le virage 10, je crois, ou 11 à Bahreïn, euh, qui font très très mal aux pneus, surtout aux pneus arrière. Donc effectivement, si en plus à ça on ajoute le revêtement qui à Bahreïn est ultra abrasif et au contraire à Jeddah est plutôt très lisse, on se retrouve sur un circuit qui est pas du tout abrasif. Et donc en fait, en termes d'usure de pneus, entre les durs, les médiums et les tendres, il n'y a pas beaucoup de différence. Et Leclerc, je crois, Leclerc fait presque un aussi gros relais en soft que certains ont fait en médium, ce qui prouve bien que la tenue des pneus était très bonne du côté de toutes les équipes finalement, enfin du côté Pirelli, mais surtout ça a un peu effacé les différences. Et quand on voit qu'un Piastri a fait quasiment toute la course en hard parce qu'il a changé dès le premier tour après son petit accrochage avec Gasly, on se dit que on pourrait peut-être descendre encore dans la gamme. Je sais pas si on était sur les plus tendres de la gamme Pirelli ce week-end, mais en tout cas, ça a peut-être un petit peu surpris tout le monde en course. Je crois que c'était chez Ferrari qu'on s'attendait pas, comme par hasard, mais chez Ferrari on s'attendait pas à voir les pneus tenir aussi bien, surtout sur le train de Leclerc. Et c'est ça que je voulais relever, c'est la première petite question que je me pose sur ce Grand Prix. Du côté de chez Ferrari, pourquoi on a arrêté Leclerc aussitôt? Tout simplement. Il allait super vite, il était rapide, il remontait bien. Au début de course, il remontait même mieux dans les premiers tours que Verstappen. Verstappen qui a fait une remontée très soft, très gentille, très posée, très double champion du monde, j'ai envie de dire. Hein. Un Verstappen en 2018, il aurait été dans F1 22, frérot. Il aurait tapé de ses plongeons à tous les virages des enfers. Au final, là, il a été très posé, très réfléchi. Pas de bêtises, pas de précipitation, clairement. Donc ça a été plutôt bien fait de la part de Verstappen, mais qui du coup, dans les premiers tours, c'est vrai, remontait un peu moins bien un peu moins vite en tout cas, que Leclerc. Et effectivement, Leclerc a été, je trouve, super rapide sur ce premier train, et bien remonté, et facilement remonté en fait, là où il a fini, j'ai envie de dire, à la 6ème place, je crois, il finit Leclerc, hop, on regarde ça tout de suite, 7ème place, pardon, juste derrière Sainz. Donc il remonte très vite dans ces positions-là, 6-7, puis après il va stagner, parce qu'en fait, devant, il y a un Sainz que Leclerc, donc ça c'est après la vague d'arrêt, arrive pas finalement à faire sauter, même s'il est proche. Il n'y a pas vraiment ce gap où on se dit, ok, il est vraiment proche, Sainz, range-toi sur le côté, laisse passer Leclerc. Mais est-ce que Leclerc aurait pu aller chercher Hamilton? Honnêtement, je pense qu'avec une meilleure stratégie, oui. La stratégie de Ferrari, elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est vrai que laisser, je pense, Leclerc sur son train de soft aurait été plus judicieux, sachant qu'il allait vite encore, et surtout, Ferrari s'est bien fait avoir par la safety car juste derrière, puisque au tour, je crois 2 tours après, même pas, un tour ou deux après l'arrêt de Leclerc, safety car pour l'abandon de Stroll, abandon mécanique. Encore une fois, la preuve que personne n'est à l'abri de la mécanique en ce début de saison. Red Bull, Aston Martin, Ferrari, ça commence à faire du monde. Et Stroll s'arrête, il est tout au fond de l'échappatoire, au niveau d'une sortie. C'est-à-dire qu'on a juste à le pousser 3 mètres et c'est bon, il est définitivement en dehors des limites de piste, enfin de l'enceinte du circuit. Et on met une safety car, alors que des fois on a des incidents qui sont énormes, et on fout un drapeau jaune et on prend 3 tours à prendre une décision et à mettre une safety car. Là on met une safety car directe. Alors, en soi, je suis pour les safety cars parce que ça relance la course, ça donne du spectacle. C'est ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. On met souvent des safety cars pour relancer la course et un peu pour tout et n'importe quoi. Je suis pas un fan de la virtual safety car qui est juste pas ouf parce que les écarts changent pas. On est juste tout le monde roule au ralenti et puis voilà. Mais honnêtement, je pense que ça aurait été la meilleure décision dans ce cas-là. Pendant la course, j'étais pour la safety car. Je me suis dit, ouais, cool, c'est cool. Sauf que, en fait, quand tu re-regardes la course après, tu te dis, ouais, non, Stroll est loin, il n'y a pas de problème en soi. Même un double drapeau jaune, presque, ça aurait suffi à cet endroit-là. J'ai envie de dire, il fallait vraiment 3 gars pour pousser la voiture 2 mètres et c'était fini. Donc là, j'avoue que j'ai pas très bien compris l'intervention de la safety car, j'ai envie de dire, même si j'ai envie de dire,
ok, la FIA veut faire les choses dans les règles, veut faire les choses bien, et on va le voir avec Alonso. Pourquoi pas? Ok, ça marche. En tout cas, cette sortie de safety car, elle n'a pas aidé Leclerc, clairement, puisque derrière, Leclerc et Sainz qui s'étaient arrêtés, alors que tous les autres devant ne s'étaient pas encore arrêtés, et ont pu profiter d'un arrêt, pas gratuit mais presque, au moment de la safety car. Si on redescend un petit peu dans le classement, on va parler un petit peu de tout le monde rapidement avant de se concentrer sur certains sujets, Esteban Ocon et Pierre Gasly font une course plutôt bonne. Ça prend à peu près entre une demi-seconde et une seconde au tour sur les Ferrari. Ça dépendait un peu des moments de la course. Ce qui est plutôt correct, j'ai envie de dire. Alors, j'avoue que Ferrari, j'ai un peu de mal à... Je les voyais devant. Et honnêtement, je pense que je les vois toujours devant Mercedes, au moins Mercedes. Mais sur ce Grand Prix, et Fred Vasseur le disait à l'arrivée, les pneus hard, en fait c'est le deuxième relais en hard, il était catastrophe. C'était catastrophique. Parce qu'en médium, ça marchait correctement. En soft, pour Leclerc, ça marchait très bien. Et puis alors, ils sont passés au hard. Et c'était déjà le cas l'année dernière. En général, quand Ferrari chaussait les plus durs, marchait pas de fou. Big up à tous les fans Ferrari, si vous vous rappelez de la Hongrie l'année dernière. Bref. Et effectivement, là pareil, ça n'a pas marché de fou, clairement. Et c'est ce qui a permis, je pense, aussi aux Alpines d'être pas trop loin de Ferrari en termes de rythme, surtout sur le deuxième relais. Mais en tout cas, c'est une bonne course, je trouve, de Ocon et Gasly. Ils peuvent pas faire beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Même si avec Gasly, effectivement, il y a ce petit accrochage avec Piastri en début de course. Même Piastri le disait, Gasly a laissé la place. Il y a juste un tout petit contact qui est ultra léger. On le voit en on-board, c'est vraiment très léger. Mais ça a complètement cassé le endplate de Piastri. Il doit s'arrêter, changer d'aileron au stand. Du coup, chausser les durs qui vont durer 49 tours, je crois qu'il a fait avec les durs. Donc vraiment un relais de fou. Mais en tout cas, pour Ocon et Gasly, finalement, ils sont là où ils devraient être, j'ai envie de dire. 8 et 9, on peut pas faire beaucoup mieux pour l'instant pour les deux, avec la voiture qu'ils ont. C'est quand même une bonne course pour moi. Je voulais souligner l'excellente performance de Haas en général sur ce week-end, et surtout de Kevin Magnussen, qui se bat toute la course avec Yuki Tsunoda pour finir par rentrer dans les points. Top 10 pour lui. Je crois que ça fait une bonne qualif aussi pour Hülkenberg. Ça fait 11ème, je crois, en qualif pour Hülkenberg. Mais en tout cas, Nico, lui, en course, finit 12ème. Donc c'est plutôt une très bonne place aussi. Je crois que Hülkenberg, justement, a fait 11ème en qualif et partait, justement, 10 après la pénalité de Leclerc. Donc, une très bonne course, que ce soit en qualif ou en rythme de course. Ça a été plutôt bien pour les Haas, que je pense que je vois un peu devant les AlphaTauri et les Alfa Romeo. Les Alfa Romeo, j'ai pas compris. J'avoue que ce week-end, j'ai pas tout saisi sur Alfa Romeo. Ils ont fait une super course à Bahreïn. Enfin, Bottas a fait une super course à Bahreïn, surtout. Et là, c'était compliqué. Joe finit 13ème, juste derrière Hülkenberg, sans être trop menaçant non plus. Quand même devant De Vries. Et alors, Bottas, 18ème. 18ème et dernier, du coup, puisque Albon et Stroll abandonnent. J'ai pas compris. Même lui n'a pas compris à la radio, clairement il disait les gars je sais pas ce qu'il y a avec la voiture mais elle est cassée parce que ça n'avance pas. Donc un peu bizarre du point de vue de... Enfin, pour le coup pour Alfa Romeo c'était un peu louche ce qui s'est passé. Mais en tout cas effectivement Bottas très loin, il était largué complet, c'était à un tour de quasi tout le monde. Donc c'était compliqué pour lui. En tout cas les As ça marche. AlphaTauri, même si je pense qu'ils sont en dessous, Tsunoda, je m'attendais pas à le voir se battre comme ça, et je m'attendais pas surtout à le voir prendre le leadership sur Nick De Vries. Je pensais que ça allait être... Je voyais pas un pilote dominer l'autre, honnêtement, parce que De Vries, certes, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit plus rapide, mais je pense pas qu'il a encore le... Même, il est vieux, c'est un fait, il a fait plein de choses avant, la F2, la FE, il a été champion de FE. Effectivement, il a beaucoup d'expérience en course. Mais pas beaucoup en Formule 1. Il en a qu'une de course derrière lui en Formule 1, qui était un one-shot comme ça avec Williams. Donc
Je le voyais pas prendre tout de suite les devants et dominer chez AlphaTauri. Mais c'est vrai que Tsunoda, il m'avait l'air tellement, il m'avait l'air tellement triste de devoir être un peu seul, comme ça, seul leader d'AlphaTauri, que je m'étais dit, ça va créer un truc où à deux, ils vont essayer d'avancer de manière un peu égale avec De Vries. Parce que c'est vrai que Tsunoda, il était vraiment l'année dernière en mode non, les gars, je suis vraiment déçu que Pierre il parte, je veux pas être seul à mener l'équipe et tout. Bah, au final, il prend plutôt bien ce rôle, je trouve. En tout cas, la performance en piste, bah, il est bien devant, que ce soit à Bahreïn ou ici. Euh, sur la performance pure, il est clairement devant De Vries. Et je m'attendais pas forcément à ça. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Tsunoda, finalement. Parce que son siège, enfin son baquet chez AlphaTauri, il est quand même. Il est pas certain, on va dire. Donc, bah, si ça performe comme ça, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Derrière tout ce beau monde, on va en parler très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Si vous êtes fan de McLaren, avancez la vidéo. Voilà, vous faites pas du mal. 18ème, non, si. 15ème et 17ème, pardon. 15ème et 17ème. Oscar Piastri 15ème. Lando Norris 17ème. C'est dur, c'est très très dur pour les McLaren. Il n'y a pas de perfo, tout simplement. Il n'y a pas de perfo, ça se bat. Alors, pour une 15ème place, j'ai envie de dire que Piastri fait une super course. Après s'être fait accrocher au premier tour, il rentre, il change de pneu. Il fait un relais énorme, puisqu'il fait quasi toute la course sur un train de dur, qui tienne bien. Et en fin de course, il a un giga-rythme face à Norris, qui était devant lui à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on l'a laissé passer, parce que honnêtement, quand on re-regarde les images, euh, Norris porte pas une grosse défense. Alors est-ce que Norris en avait juste marre ou est-ce qu'il y a eu des consignes, je ne sais pas. Mais en tout cas, Piastri passe et finit par doubler Sargent sur la Williams pour choper la 15e place. Après une très bonne course de Piastri qui prend beaucoup d'expérience, je pense, mais surtout qui lui permet voilà, de faire un peu des batailles en piste, etc., de se battre, etc. C'est quand même mieux que de faire une course 20e derrière tout le monde et puis s'arrêter au stand et changer de volant et puis abandonner. Voilà, big up à Bahreïn. Donc, honnêtement, Piastri fait une super course. Norris fait pas une super course, il fait pas un super week-end dans l'ensemble. Alors, je sais plus qui. J'ai vu sur YouTube dans un débrief, là, je sais plus, qui disait que Norris faisait peut-être le même boulot qu'a fait Hamilton l'année dernière, en testant des setups un peu extrêmes pour voir un peu comment régler cette voiture et comment essayer de solutionner euh, quelques soucis qu'on pourrait avoir sur cette McLaren. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs des soucis, mais il y en a pas mal même. Mais voilà. Est-ce qu'il fait le même job que le Hamilton? Peut-être. Mais en tout cas, la petite erreur en qualif d'aller clipper le mur à l'intérieur du 27, du T27, ça l'a pas mis bien du tout. Il casse la suspension. On n'arrive pas à réparer, du coup, bah, ça se termine là pour lui niveau qualif. Donc ça part loin. Et ça finit loin. Ça finit avant-dernier hein, des pilotes qui ont franchi la ligne. C'est avant-dernier, 17ème. C'est dur. Pour McLaren, clairement, globalement, c'est très dur en ce début de saison. On va pas s'attarder dessus, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement. Je vois pas à quoi dire de plus. Ça marche pas du tout. Euh, et on le sentait depuis le début de saison, hein, depuis les reveals des voitures, clairement, on le disait chez McLaren. Et ce qui est fou et assez triste, si vous supportez McLaren, c'est que chez McLaren, on est vraiment en mode oui, la voiture correspond parfaitement à ce qu'on voulait. Voilà. C'est-à-dire que à 100%, la voiture, c'est ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que, enfin, c'est ce qu'on voulait. Non, bon, on voulait pas une voiture lente, mais par rapport à ce qu'on a à l'usine, les chiffres, au simulateur, à la soufflerie, en CFD, etc., tout correspond parfaitement à ce qu'on a à l'usine. Les chiffres sont bons. Donc la voiture est juste mauvaise, mais il n'y a pas de surprise, quoi. C'est ça qui est assez fou avec McLaren. Ça finit quand même devant Bottas, comme on l'a dit, qui était garé ce week-end, enfin sur cette course, on ne sait pas trop pourquoi. Et on a l'abandon de Albon et Stroll. Stroll, problème. C'est la voiture a coupé, problème. Moteur, je sais pas trop ce qui a cassé, mais en tout cas, ça a cassé.
Voilà, super analyse. N'hésitez pas à suivre le podcast pour de super analyses comme ça. Et Albon, rupture de frein qui ne rentre pas. J'ai pas compris. Alors bon, il finit par rentrer quand même, mais il perd les freins dans le deuxième secteur, je crois, et il passe et il rentre pas. Alors à part faire de super mèmes après la course là-dessus, je sais pas pourquoi ils sont pas rentrés. Est-ce qu'ils pensaient que c'était un problème électronique, parce qu'on sait que les freins à l'arrière sont gérés, sont actionnés de manière électronique et non pas par un bon vieux câble ou un système hydraulique. C'est pas des câbles, hein, c'est pas une motocross non plus, c'est une Formule 1 quand même. Mais effectivement, c'est pas actionné par un système mécanique électronique. Hydraulique, je vais y arriver, je me perds avec tous ces mots. Mais c'est électronique, donc est-ce qu'on s'est dit peut-être il y a un bug et puis on va pouvoir le corriger avec un patch, comme on appelle ça, sur le volant. Bah, en tout cas, on est resté en piste. Alors que c'était clairement une rupture mécanique, du coup, sur les freins, tout simplement. On finit par s'arrêter au tour 27, je crois. Ouais, 27, ça s'arrête. Et c'est ciao. Voilà, tout simplement pour Albon. Dommage, parce que c'était plutôt une bonne course. Je m'attendais à voir les Williams un peu plus devant, j'avoue, parce que c'est vraiment la force de la Williams. C'est la vitesse de pointe. Mais peut-être que cette année, ce petit point vitesse de pointe, il est peut-être à donner au As qui allait super vite en ligne droite. Quand on les compare aux Ferrari, qui ont le même moteur, on voit que la Ferrari génère beaucoup plus de traînée, beaucoup plus d'appui que la As. Alors après, la Ferrari est plus efficace dans les virages, hein, il faut choisir. Mais effectivement, la As allait super vite en ligne droite pendant tous les essais. Alors après, tout le monde a monté les chevaux entre Q1 et Q2 à peu près, on a monté les chevaux. Et ça s'est un peu calmé du coup chez As. Mais en tout cas, bonne course. Je pense qu'on a fait le tour du global, j'ai envie de dire. On a parlé de la stratégie un peu foirée de Ferrari. On a parlé du quatuor de tête, j'ai envie de dire, avec Red Bull, Aston, Mercedes et Ferrari. On va maintenant parler un petit peu sur le sujet du jour, j'ai envie de dire, Alonso et sa pénalité. Alors, il y a deux choses. J'ai envie de commencer. La première, c'est que la FIA me semble, alors je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, me semble extrêmement sévère sur les placements de grilles. On n'avait jamais vu avant. Hein. Moi, le dernier souvenir que j'avais d'un mauvais placement de grille, c'était en 2017 en Chine, je crois, avec Vettel, qui s'était vraiment mis comme as par rapport à la grille. Genre vraiment, il était comme ça. Donc c'était vraiment abusé. Genre, il était vraiment en pointe sur la Merco qui était à sa droite, je crois. Et on lui avait dit, Seb, mon frérot, fais plus ça. Ça s'était arrêté là. C'était le dernier souvenir que j'avais d'un problème sur la grille. Il y en a peut-être d'autres depuis, je sais pas, ou que j'ai complètement oublié, mais moi c'était mon dernier souvenir d'un mauvais placement sur la grille. Depuis Bahreïn, la FIA se sont dit, si les frérots ils sont pas au millimètre près dans l'emplacement, 5 secondes. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Non mais clairement, c'est assez incroyable. J'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça. Alors après, la deuxième chose que je voulais soulever avant de rentrer un peu plus en détail, c'est effectivement, la FIA est restée droit dans ses bottes et ils sont restés consistants. Et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est ce qu'on demande depuis à peu près 3 ans à la FIA. C'est-à-dire que Ocon, on a jugé qu'il s'était mal placé sur la grille à Bahreïn, 5 secondes. Alonso, on juge pareil, 5 secondes. Je dois quand même dire quelque chose sur ce point-là. Si on regarde la grille, du coup après j'ai fait mes petites recherches et il y en a pas mal qui ont ressorti des photos sur Twitter. Si on regarde la grille, il y a au moins 3-4 autres voitures qui sont placées exactement comme Alonso. Donc je sais pas comment on détermine si oui ou non il y a eu mauvais placement pour Alonso, mais voilà. L'année dernière ça avait pas l'air de poser de problème. Est-ce que l'année dernière, parce que depuis l'année dernière on n'a rien changé, hein, c'est-à-dire que les pilotes, je sais, Russell disait que on voyait rien et qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que on ne voit pas où on se place. Ouais mais frérot, l'année dernière c'était pareil en fait, les voitures n'ont pas bougé, il y a que les rétros qui ont grandi, mais ils sont tellement sur le côté que ils te gênent pas pour voir les lignes. Donc honnêtement, je sais pas pourquoi cette année ça pose problème. Alors est-ce que l'année dernière ils se plaçaient déjà comme ça et juste la FIA on avait rien à foutre et que cette année ils sont en mode non mon dieu vous êtes placé 3 mm trop à droite, c'est terrible. Peut-être. Ou est-ce que l'année dernière les pilotes arrivaient mieux à se mettre, je sais pas, mais en tout cas
il faut faire quelque chose parce que c'est un peu relou de se prendre 5 secondes de pénalité pour en plus quelque chose qui, honnêtement, hein, ne vous donne aucun avantage. C'est-à-dire que si vous vous placez 20 centimètres trop en avant, ok, là, il n'y a pas de problème, vous avez 20 centimètres d'avance sur les autres. Donc oui, là, il y a un gain, même s'il est peut-être infime, il est là. Là, que vous vous placiez soit 5 centimètres à droite, 5 centimètres à gauche, ça n'a aucun incident. Vraiment, il n'y a rien qui change. Tu ne gagnes rien à faire ça. Donc, c'est un peu dommage de mettre 5 secondes. Après, comme j'ai dit, c'est bien d'être constant. 5 secondes, 5 secondes. Voilà. S'il y en a un autre à qui ça arrive cette saison, j'espère que ça reprendra 5 secondes. Sauf si on sort une directive en disant, les gars, ok, on vous donne un peu plus de souplesse pour vous placer en grille. Le problème et le côté clownesque de la FIA arrive par la suite, puisque après coup, donc on donne cette pénalité de 5 secondes. Alonso en profite de la safety car pour faire son arrêt, donc comme beaucoup parmi les leaders, s'arrête et donc sert sa pénalité à ce moment-là. Et moi, au moment où j'avoue que je ne l'ai pas vu en live, c'est qu'après dans les replays que je l'ai vu, pour moi, tout se passe bien. Effectivement, j'avais pas bien vu, j'avoue, et c'était plutôt flagrant. Le jack à l'arrière, donc la personne le mécano qui est censé lever la voiture à l'arrière avec ce qu'on appelle un jack, qui donc lève l'arrière, vient toucher de manière vraiment obvious. C'est vrai quand on regarde les replays, l'arrière de la monoplace. Et il y en a peut-être même un mécano sur l'arrière gauche, on voit pas très bien, mais potentiellement qui touche effectivement aussi la voiture. Et de là part le nouveau drama de la FIA, qui met 32 tours, ou 32 tours je crois, 32 tours, à voir qu'on a touché. Alors qu'il suffit d'un enfant de 5 ans et d'un replay pour savoir que ça a touché. Donc si vous voulez lui caler la même pénalité, c'est-à-dire 10 secondes en plus pour non-respect de la pénalité en course, pourquoi vous ne le faites pas instantanément? Sachant que maintenant, à la FIA, attention, nous avons évolué, il y a la direction de course à Jeddah, donc sur place, et il y a une autre direction de course en Suisse, qui est la VAR de la F1. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font en Suisse? Il est bien là le problème. Même à Jeddah, hein, de toute façon, il fallait pas de VAR là, pour voir que ça avait touché. Donc, il y a quand même 2 salles à 2 endroits de la planète différents, avec des dizaines de personnes à l'intérieur qui sont très qualifiées, et qui n'arrivent pas à voir que le jack a touché de manière... Mais vraiment, c'est flagrant, quoi. Donc on met 32 tours, plus les célébrations du podium, pour dire à Alonso, mon frérot, ça t'a bien plu, ton 100e podium et tout, c'était cool, le champagne, la coupe. Tu peux me la redonner d'ailleurs, s'il te plaît, parce qu'on va aller la donner à Russell, tu prends 10 secondes de pénalité. Ciao, bye bye. Ok, bon bah Alonso, il est en mode, tant pis, c'est la vie, hop, je lui donne. Russell va le voir, lui dit, frérot, t'étais vraiment le mec qui méritait aujourd'hui de l'avoir et tout, vous avez super bien roulé, c'est super, mais je suis content d'avoir un trophée quand même. On fait une petite vidéo pour l'Insta de Mercedes avec le trophée. Et puis 1 heure plus tard, la FIA revient, ils font, ah ouais, en fait, les gars, on va l'enlever, la pénalité. Voilà. Pourquoi? Parce que Aston est allé voir la FIA et leur a dit, frérot, vous dites qu'on n'a pas touché, vous dites qu'on a touché la voiture, sauf que dans le règlement, il n'est pas marqué qu'il ne faut pas la toucher, il est marqué qu'il ne faut pas travailler dessus. Ce à quoi la FIA répond, oui, mais dans un jour, dans une réunion, on avait dit que, si, on avait modifié le règlement vite fait et on avait dit qu'il fallait pas toucher. Quoi? C'est quoi votre Enfin, pourquoi la FIA fait ça? Pourquoi la FIA fait des trucs en mode, on fait une réunion dans laquelle on va dire, on va préciser le règlement. Et précisez-le à l'écrit, sur le papier, comme ça c'est fait, sans déconner. Pourquoi vous faites ça? Personne fait un règlement pour après faire des réunions pour dire, au fait, dans article 24C alinéa B, il faudrait ça aussi, ça compte. Non! Dites-le direct dans le règlement. Et en fait, la FIA s'est clairement fait avoir parce qu'ils ont essayé de faire appliquer leur règlement, mais leur règlement, encore une fois, il est flou et contestable. Donc, Aston, ils y sont juste allés, ils ont dit non mais les frérots, il est marqué qu'il faut pas travailler sur la voiture, on n'a pas travaillé sur la voiture. Terminé, on a respecté le règlement. Oui, mais on avait dit qu'il fallait pas toucher. Est-ce que vous avez des preuves de ça? Moi, je regarde l'écrit, il est marqué qu'il faut pas travailler sur la voiture, on n'a pas travaillé sur la voiture. Terminé, annulation de la pénalité de 5 secondes. Donc Alonso récupère son podium, récupère son trophée, et on a eu un drama toute la soirée pour rien.
objectivement, euh, qui part, qui part à la base de 5 cm enfin, ou 10 cm trop à gauche sur la grille. Voilà, comment encore une fois, saouler un peu tout le monde, c'est-à-dire que moi j'ai regardé la course avec des potes, certains qui suivent pas forcément de fou la Formule 1, ils sont partis en se disant Alonso est sur le podium. Et il faut que une fois, enfin genre, à part pour des incidents qui arrivent dans le dernier tour, tu vois, ok, mais quand un incident arrive en début de course, c'est même pas en début de course, c'est vraiment très très tôt dans la course. C'est autour, l'abandon de Stroll, c'est autour, je vais trouver, 16. Autour 16. C'est fou. Donc, quand un incident arrive comme ça, il faut qu'on puisse le régler et voir ça tout de suite. Parce que il faut pas que les gens partent et éteignent leur télé en se disant c'est bon, c'est comme ça, et qu'en fait, 2 heures plus tard, c'est plus comme ça. C'est pas possible. Parce que si tu ne suis pas la F1, si tu suis la F1 de manière casu comme ça, où tu regardes juste le dimanche tranquillou, et puis une fois que c'est fini, t'éteins et terminé, tu regardes pas Formula One, tu regardes pas les débris, tu regardes pas les podcasts, tu vois, tout ça, bah, potentiellement, tu ne sais pas que c'est un autre frérot qui a fini finalement troisième. Alors, au final, là, ça change rien, puisqu'on a réinversé les positions, puisqu'on a retiré la pénalité. Mais tout ce drama-là, je suis sûr qu'il y a des potes à moi qui ont vu la course avec moi dimanche, qui ne sont pas au courant de tout ce drama. Donc c'est quand même assez fou. Et c'est ça, je trouve, que la FIA doit régler au plus vite et arrêter de donner des pénalités après la course. Il y a le message que je déteste le plus en F1, c'est vraiment le petit message sur l'overlay qui te dit l'incident sera review après la course. Mais vous faites quoi pendant la course? Qu'est-ce que vous faites pendant la course? Vous bouffez des chips? Je sais pas, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Il faut regarder pendant la course pour donner une décision rapidement, que tout le monde sache ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et terminer bonsoir. Bref, je clôt le sujet là sur la FIA qui, pour moi, a fait encore une. On va dire que c'était voilà, encore une fois très bancal et presque Ferrari-esque dans la gestion de ces pénalités. Mais en tout cas, ils essayent de faire bien, c'est déjà ça. Voilà, ils essayent de faire appliquer leur règlement, même si c'est la base du problème, c'est le règlement, je pense, qui est mal écrit tout simplement. Alors après, je dis pas que c'est facile, hein, parce que les équipes de F1 sont, je pense, les meilleures personnes, enfin les teams dans F1, les personnes qui travaillent en F1 sont les meilleurs gens sur Terre pour contourner les règlements. Donc forcément, c'est difficile à écrire pour que ça soit solide, mais il faudrait quand même faire un petit effort. Petit point championnat du monde pour terminer, avant de parler vite fait de la F2 avec donc notre team Art Grand Prix 100% française, puisqu'il n'y a pas qu'en F1 qu'on a un team 100% français. Petit point sur le classement du championnat du monde, Max Verstappen conserve la tête pour un petit point marqué grâce au meilleur tour qu'il reprend à Pérez dans le dernier tour. On a senti que chez Verstappen, on ne voulait pas laisser la tête du championnat. Clairement, quand vous regardez la tête du papa de Verstappen à l'arrivée du Grand Prix quand Pérez est en train de célébrer avec les mécanos, ça vous dit tout sur l'ambiance qu'ont les Verstappen quand ils perdent. Bref, juste derrière donc Alonso et Sainz qui commencent déjà pour Alonso à prendre une petite longueur d'avance sur les Sainz, Hamilton, Russell. Charles Leclerc marque ses premiers points et pas beaucoup, donc il est un peu loin au classement, 8ème. Juste derrière, à égalité, on a Ocon et Bottas. Gasly suit en 11e place. Je pense que ça va se stabiliser un petit peu comme ça avec les Alpines plutôt hautes dans le classement. Et derrière, on va voir un petit peu comment ça va se faire. Ça va se battre à coups de petits points par-ci par-là. C'est Kevin Magnussen qui, d'ailleurs, rentre 12e, je crois, après son petit point inscrit ce week-end. Niveau classement championnat constructeur, Red Bull est déjà loin, très loin devant. Ciao, c'est fini pour Red Bull. Qui devance donc très largement Aston Martin, qui est à égalité de points avec Mercedes et qui est suivi d'assez près par Ferrari. Donc là, 2, 3, 4, ça se suit quand même très proche. Ferrari qui met déjà une grosse claque à Alpine, malgré des résultats pas fous pour Ferrari en ce début de saison. C'est déjà quand même très loin devant Alpine. Il y a 26 points à 8 pour Alpine. Donc on sent déjà ce quatuor de tête, comme je disais, qui va prendre le large. Red Bull qui
va encore plus prendre le large devant, mais clairement il va y avoir Red Bull, Aston, Mercedes, Ferrari, les autres. Est-ce que Alpine va réussir à se détacher un petit peu pour être, on va dire, 5ème de manière fiable, de manière, comment dire, dans la durée, voilà. Peut-être, je pense d'ailleurs, mais en tout cas pour Alpine, viser plus haut que 5ème, à mon avis, c'est très très mal parti. Je pense que c'est pas possible de finir. Je pense que là, Alpine 5ème, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Et petite pensée pour McLaren qui est dernière du championnat. Ça fait très mal. La F2, rapidement, avant de se quitter et de se retrouver dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Australie. Ça a été un week-end compliqué, globalement, pour les Français. Alors, Hadjar a du mal à s'adapter à la F2, clairement, Isaac Hadjar. Clément Novalak, voilà, pas grand chose à dire, c'est pas facile, disons, il n'est pas dans un team excellent non plus, mais ça manque de rythme, clairement, pour moi. Novalak, ça a atteint un peu le plafond de verre en F2, clairement. Et pour notre team 100% français, Art Grand Prix, donc avec Victor Martins et Théo Pourchaire, qui ont vécu un week-end en dents de scie, clairement. La pole pour Martins, avec 7 dixièmes et demi d'avance sur tout le monde, c'est abyssal. Le même écart que, d'ailleurs, que Théo Pourchaire avait mis il y a 2 semaines à Bahreïn au reste de la concurrence. Donc là, sur les 2 dernières séances qualif, les pilotes Art, ils ont plié le game. Par contre, après, en course, ça a été plus compliqué, puisque en course sprint, c'est Pourchaire qui fait une faute très grossière, je trouve, pour sa 3e saison en F2, et pour un pilote qui est censé avoir de l'expérience et qui joue le titre cette année. Est-ce que c'était la pression ? Est-ce que c'était... Je ne sais pas, mais en tout cas, grosse erreur au niveau des freins. Alors, tout le week-end, il se plaignait un petit peu, qu'il se sentait pas très à l'aise avec les freins, mais bon, là, c'est quand même très grossier. Gigadive. Je pense même pas que c'était une envie de dépasser, juste, il freine beaucoup trop tard, et il emporte avec lui Oli Berman. Abandon pour les deux en course sprint. En plus, il prend 5 places, je crois, de pénalité. Enfin, il prend des places de pénalité sur la grille pour la course longue. Donc, il part plus loin. Il doit remonter et il fait une course qui est correcte, même si on le voit qu'après l'incident en course sprint, le lendemain en course longue, c'était vraiment très... il a été vraiment très safe sur ses manœuvres. Il a vraiment fait gaffe à pas faire de bêtises. Alors, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, mais donc du coup, ça a été un peu plus mou dans la remontée, j'ai envie de dire, de Théo Pourchaire. Et Victor Martins, lui, fait une très bonne course sprint, puisqu'il arrive à remonter malgré la grille inversée, il arrive à remonter jusqu'à la 2e place. Donc une très bonne course. Malheureusement, il perd l'arrière en course longue et abandonne alors qu'il était il était en tête virtuellement, même si les pilotes de devant ne s'étaient pas encore arrêtés. Il avait quand même la tête virtuelle, on va dire, de la course. Et je pense qu'en termes de rythme, il aurait pu finir soit premier, soit 2e, suivant la remontée derrière des prémas. Donc un petit peu difficile pour lui, mais en tout cas ça reste quand même un bon week-end, je trouve, pour Victor Martins. C'est plus inquiétant du côté de Théo Pourchaire, parce que Martins, faut pas oublier que c'est sa 2e course en F2 tout simplement, et c'était sa première course longue puisqu'il avait abandonné dès le premier tour à Bahreïn. Donc ça prend de l'expérience, c'est normal, c'est comme ça. Il faut gérer les arrêts aussi. En F3 il n'y a pas d'arrêt, donc là en F2 c'est quand même une grosse nouveauté, les arrêts au stand. La gestion de ces pneus Pirelli, on le sait, qui est catastrophique, que ce soit dans Formule 1, Formule 2, Formule 3, toutes les autres disciplines de sport auto qui utilisent des Pirelli. C'est compliqué. Voilà, on le sait, donc en tout cas, c'est quand même un bon apprentissage pour Martins, qui fait une très bonne perf, et j'ai hâte de voir la suite en F2 et en FIA F3 cette année, quand elle sera de retour. En tout cas, nous, on se retrouve pour le Grand Prix d'Australie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Vous avez plein de petits formats courts pour vous expliquer certains points techniques sur la F1, le moteur, le S-Duct. Bientôt, il y en a un sur le DRS qui va arriver. Et aussi des petits points rapides après chaque Grand Prix. Le soir même ou le lendemain, vous avez un petit récap avec les 5 points à retenir. C'est l'essentiel si vous n'avez pas envie d'écouter un podcast de 39 minutes. C'est compréhensible, voilà. Ou si vous n'avez pas envie de voir ma tête pendant 39 minutes, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music pour écouter le podcast en version audio only. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.